de nostalgie pour la présence qui viendra un jour et qui nous permettra des échanges encore plus riches. Mais je remercie les organisatrices pour la tenue de ce colloque qui, jusqu'ici, depuis hier, nous a permis d'échanger tout plein d'informations et de points de vue. Donc, vous voyez que je parle d'entrée en pratique et non d'admission. Vous allez voir la distinction qui va revenir souvent. L'entrée en pratique au Québec de professionnels formés à l'étranger, puis avec un focus sur l'analyse de l'écosystème d'acteurs institutionnels. Je vais parler justement de l'écosystème des professions réglementées, de l'admission, au-delà de l'admission, de l'entrée en pratique, des acteurs impliqués. Je vais survoler rapidement, parce que question de temps, le cas des ARM, des arrangements de reconnaissance mutuelle France-Québec. Et pour en venir au constat principal, l'importance de considérer l'écosystème et de sortir de l'homo economicus ou des électrons libres que seraient des immigrants ou toute autre personne par ailleurs, pour rappeler que nous sommes des êtres sociaux. Ensuite, pour revenir en forme de conclusion, des enjeux d'avenir autour des professions réglementées avec des dominos des effets sur la question de l'entrée en pratique des professionnels formés à l'étranger. Du côté de l'arrière-plan théorique, je m'inspire beaucoup de Abbott, qui est un des auteurs principaux en sociologie des professions, qui insiste sur la vue systémique et l'analyse des sources internes et externes d'évolution parmi un groupe professionnel. Donc, les questions aussi de côtoiement, de voisinage avec d'autres professions et de collaboration, puis de partage d'actes professionnels et de territoire, donc d'exercice de la profession. Tout ça aussi inclut la question du rôle des savoirs. Excusez-moi, je pense qu'on a un problème avec un micro qui est resté ouvert et qu'il y a quelque chose qui circule en même temps. Ah oui. Est-ce qu'il y a juste moi qui entends? Moi, j'entends rien. Est-ce que c'est non mieux plus, maintenant? ça va, là, si je peux permettre d'intervenir. Je pense que... OK, bon. Alors, il y a un problème avec certains. OK, bon. Il y a un feedback? Ça a l'air d'être toi, Aline, parce que dans non. Dans le chat, okay. Bon. Ça a l'air bon aussi. OK, alors il y a quelque chose qui rentre. OK. Bon, il y a quelque chose qui rebondit quelque part au milieu de la 20, hein, entre Montréal et Québec. Mais vas-y, continue, Jean-Luc. On va voir s'il y a un problème technique. Est-ce que quelqu'un ne m'entend pas? Non, ça a l'air d'aller. Par définition, ça a l'air, oui. Ben, vas-y, puis oui? s'il y a quoi que ce soit dans le chat, signalez-nous vos problèmes techniques. OK. Donc, comme je disais, en termes d'arrière-plan théorique, il y a la perspective d'Abbott, aussi la question des statuts des savoirs dans la société, les professions réglementées étant des professions qui accumulent une expertise particulière. C'est pour ça qu'elles sont réglementées d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y en est de cette expertise en termes sociopolitiques et institutionnels? Tout ça est examiné avec une approche ethnographique via le néo-institutionnalisme et inspiré principalement, vous allez voir vers la fin, je vais essayer d'y parvenir assez rapidement, de Mary Douglas et de son approche à propos des institutions. Et ça consacre une approche par étude de cas qui souligne l'importance de l'histoire et des cultures locales, entre guillemets, c'est-à-dire les cultures propres à chaque profession. Et on sait que chaque profession réglementée est presque un univers en soi qui a son histoire et ses traditions. Donc,
suivante. Ça, c'est la source des données, parce que ce que je présente, c'est un peu une synthèse d'observations et d'analyses qui se sont faites au fil de projets sur les ARM, France-Québec, mais aussi sur plus ponctuelle sur la reconnaissance des acquis parmi des professionnels formés à l'étranger et les processus d'admission pour en venir à avoir des processus que j'ai appelés des disjonctions institutionnelles qui entourent l'entrée en pratique de professionnels formés à l'étranger. J'ai aussi un projet en cours sur les reformulations de l'expertise en contexte de COVID et un autre en développement pour chercher à voir, à partir des statistiques d'immigration et IRCC, où les professionnels, lors de l'immigration, déclarent vouloir exercer un métier X, Y. Et à partir de ça, on va essayer de voir la part d'immigrants qui voulaient exercer une profession réglementée versus ceux qui sont arrivés à partir des données d'ordre professionnel des rapports annuels. Donc, de ce côté-là, je m'y suis attardé un petit peu plus parce que ce serait un portrait intéressant pour documenter ceux qui envisagent des plans B, C ou D, plutôt que l'entrée dans la profession même, au vu des obstacles qui se présentent sur le terrain. Donc, j'ai mentionné que c'est des données surtout ramassées par études de cas avec une analyse socio-historique de l'évolution des acteurs, des rapports entre eux, des positions des professionnels, puis de leur projet migratoire, qui inclut parfois un retour d'ailleurs. Donc, voici un peu l'architecture du système professionnel québécois en termes réglementaires. Et on voit donc, c'est une structure hiérarchique aussi parce que c'est les professions réglementées héritent de pouvoirs qui sont délégués par l'État. Deux grandes catégories, avec titre réservé et avec titre réservé et exercice exclusif. Donc, je passe rapidement là-dessus. Constitue quand même 10% de la main-d'œuvre active, au-delà de 400 000 professionnels maintenant, et répartis entre ces deux grandes catégories, différents secteurs d'activité évidemment, mais bon, vous êtes familière avec ça. Les objectifs institutionnels des ARM, par exemple, et des autres accords internationaux, c'est d'admettre des professionnels formés à l'étranger dans un contexte de mobilité internationale. Dans le cas des ARM, s'il n'y a pas de différences substantielles qui sont identifiées, il y a admission à l'ordre professionnel directement et donc le droit de pratiquer au Québec et de poser sa candidature pour un emploi. Le droit est accordé. Donc, autrement dit, le territoire s'ouvre de la profession, mais il y a encore d'autres étapes avant d'obtenir un emploi, évidemment. Si il y a, suite à l'évaluation des écarts, des différences substantielles qui sont identifiées, encore faut-il les identifier, des mesures compensatoires sont définies qui peuvent varier entre des cours universitaires, des formations en milieu de travail ou, grosso modo, des apprentissages spécifiques sous supervision professionnelle. Donc, cette étape-là, c'est ce que j'ai appelé un peu les douanes internes. C'est un peu inattendu. On pense, bon, ça y est, on a le droit de pratique, comme mentionnait le monsieur juste avant moi. Non, c'était Kalina Bacher qui mentionnait que des personnes s'adressaient à l'ordre pour avoir un emploi. Eh bien non, aussi, c'est qu'il y a d'autres étapes, d'autres obstacles en chemin, parfois inattendus. Donc, l'entrée en pratique professionnelle, donc finalement, au-delà de l'admission à l'ordre, on peut dire que c'est la somme de toutes ces étapes qui donc vont permettre ou non d'exercer la profession dans le pays d'accueil
Et en bref, c'est de satisfaire aux exigences du système professionnel et d'immigrer. J'ai donc inclus des étapes comme, par exemple, l'installation du conjoint ou de la conjointe, l'installation des enfants, parce que c'est une réalité pour ces personnes-là et ça complexifie le projet d'immigration comme tel. Donc, autour du professionnel formé à l'étranger, il y a des rapports avec toutes ces institutions-là sur lesquels je passe rapidement pour parvenir à l'essentiel. Puis, à mesure que le dossier avance, il y a, par exemple, aussi des contacts avec les réseaux locaux d'aide, comme RIR à Québec aussi, mais on a mentionné le CITIM aussi, le CREM-CV dans les professions de la santé, Qualification Québec aussi, qui joue un rôle. Mais bon, et j'en oublie aussi, il y a tout plein d'organismes communautaires qui permettent qui sont des maillons de la chaîne qui permettent une meilleure fluidité dans le processus. Mais ils ne sont pas partout non plus. On l'a vu avec la présentation de M. Ducharme plus tôt au niveau des facultés puis des places en résidence. Là, il y a des étapes un peu plus obscures ou disons qui nous sont moins bien connues. Et éventuellement, si tout ça va mal, ben, ce qu'il y a dans le paysage ou dans l'horizon des professionnels formés à l'étranger, c'est l'ex-réseau professionnel qu'on a laissé derrière au pays d'origine, l'ex-réseau social aussi, le patrimoine matériel et immatériel laissé derrière. Tout ça varie et va rendre plus ou moins attrayant peut-être, finalement, un retour au pays d'origine face aux obstacles rencontrés dans le projet d'immigration. Je vais passer rapidement par-dessus. J'avais quelques diapos sur les arrangements de reconnaissance mutuelle France-Québec, comme vous voyez, mais ce sera l'occasion d'en parler peut-être dans les discussions après. Mais tout ça pour dire que finalement, on voit que suite à l'admission à l'ordre, il y a ce que j'appelle des disjonctions institutionnelles parce qu'il y a pas, il manque un souci d'assurer une fluidité d'une étape à l'autre. Et du point de vue du professionnel formé à l'étranger, le message initial qui est reçu à l'immigration, c'est que je suis demandé, il y a une demande pour moi. Et donc, je m'engage dans un processus et ça devrait couler de source qu'il y ait une insertion professionnelle. Et le cas des Français est exemplaire parce qu'on pourrait penser qu'il n'y aurait pas d'obstacle en termes, par exemple, linguistiques, évidemment, mais de ce côté-là, il y a quand même des surprises parce qu'il y a toute la question de la culture professionnelle, évidemment, qui entre en ligne de compte et la culture organisationnelle et même question de pratique de la profession locale. Les risques spécifiques qui mènent à des disjonctions institutionnelles sont de plusieurs ordres. Il y a copier-coller des mesures existantes pour faire l'économie de mesures adaptées dans les mesures compensatoires, par exemple. On voit qu'il y a plusieurs adaptations qui ont été faites avec le temps, entre autres avec l'Ordre des ingénieurs qui, comme Mme Bachar le mentionnait, a beaucoup réduit sa moyenne d'examen à franchir, une moyenne de 11 avant, c'est-à-dire qu'il y avait une prescription automatique des 11 examens à faire. Et maintenant, ça s'est beaucoup réduit. On salue cette initiative. Il y en a d'autres aussi dans d'autres ordres. Un autre des risques qui sont rencontrés et qui mènent à des disjonctions institutionnelles est la rencontre d'objectifs organisationnels sous la nouvelle gestion publique, le New Public Management, fait indépendamment d'un contexte plus large. Et ensuite, ça mène à des perceptions non fondées aussi sur les qualifications qui viennent de l'étranger
et la valeur de l'expérience professionnelle. Conséquemment, on constate des rendez-vous manqués entre la société d'accueil et les professionnels formés à l'étranger, des désillusionnements, du temps perdu, éventuellement peut-être départ du Québec pour ailleurs, au Canada, voire un retour au pays d'origine, ou des plans B, C, D dans des métiers moins qualifiés. Question d'assurer son gagne-pain. Et en plus, le résultat de ces expériences-là, on les partage avec des pairs, des collègues, des amis. Et ça peut justement inciter des personnes à ne pas vivre ces mêmes épisodes de désillusionnement. Donc, je vois le temps passer, puis je vais avancer, chercher à peut-être survoler quelques points, mais on a vu avec l'ordre des ingénieurs, par exemple, suite à la commission Charbonneau, il y a eu tout un processus de... Merci, Colin, j'ai vu. Tout un processus suite à la mise en tutelle, de changement organisationnel important, puis c'est quand même impressionnant tout ce qui a été fait. On voit aussi avec la présentation de Mme Bachar, l'assouplissement qui a été apporté et l'approche plus individualisée qui prend de l'énergie et des ressources aussi. Donc, il faut reconnaître cette voie-là qui est empruntée de ce côté-là. Le Collège des médecins, on voit qu'il a été en quelque sorte une victime collatérale des hausses de revenus qui ont été entendues avec les fédérations et non avec le collège, évidemment. Mais le Collège des médecins est constamment ramené dans l'opinion publique comme si c'est lui qui décidait de ces enjeux-là, alors que, évidemment, son mandat, le mandat est comme pour les autres ordres de la protection du public, puis l'assurance qualité des actes de ses membres. Mais on constate que depuis 2017, le Collège des médecins est très proactif pour conclure des ententes interprofessionnelles de collaboration et de délégation de tâches, y compris aussi depuis la crise de la COVID, pour faciliter aussi tout le travail d'urgence qui doit se faire, aussi pour la vaccination, les décrets qui ont été posés. Donc, c'est très intéressant et bienvenu, évidemment. C'est intéressant de remarquer qu'il y a eu des déblocages importants depuis 2017. Aussi, par exemple, avec les agronomes, on voit des organisations du travail qui étaient acceptées autrefois et qui n'ont plus lieu d'être et qui sont en voie d'évoluer la prescription et la vente des pesticides. Bon. Tout ça nous amène, du moins m'amène, à emprunter à Mary Douglas la vision de comment pensent les institutions, une perspective anthropologique. J'ai mis une citation que je ne lirai pas au complet, que vous pourrez consulter dans le PowerPoint qui sera déposé. Je termine rapidement avec ça, mais pour tronquer la citation et aller à l'essentiel, je vous lis la première phrase. La grande réussite de la pensée institutionnelle est de rendre nos institutions invisibles. Et plus bas, le deuxième petit extrait, ne nous laissons donc pas rassurer par l'idée que d'autres sociétés penseraient à travers leurs institutions, tandis que les modernes, c'est-à-dire nous, prendraient individuellement leurs décisions essentielles. Oui, merci Colin. Cette idée est précisément un exemple du fait que nos institutions individualistes pensent à notre place. On est habité par des institutions à travers lesquelles on exerce notre jugement aussi. Et c'est une invitation à prendre un certain recul pour réfléchir à comment les choses pourraient être faites autrement. Ce n'est pas de remettre tout en question, mais c'est de situer nos réflexions et ce qui peut nous paraître évident, les habitudes, les mécanismes qui nous semblent aller d'emblée,
pour les envisager comme des constructions qui sont situées historiquement et qui pourraient changer à partir du moment où on examine leur bien fondé. Par exemple, la gestion par résultat, c'en est un aspect qui, bon, je mentionne, on ne peut pas reprocher à un appareil gestionnaire d'être bon gestionnaire. Le problème est dans la définition des mandats et dans les mesures d'efficacité. Les impacts de la nouvelle gestion publique et en particulier de la gestion par résultat font que chacun voit à remplir son mandat et exercer, remplir ses objectifs dans les termes qui sont définis à son organisation. Mais au-delà de ça, il y a des gaps, il y a des espaces entre, par exemple, l'immigration, la régulation, l'entrée en emploi, la recherche d'emploi, l'adaptation, l'installation dans la société d'accueil. Tout ça demande aux diverses institutions d'aller un peu au-delà de ce qu'elles font pour accompagner, pour que ce ne soit pas seulement des organismes communautaires qui remplissent ces fonctions-là de ligand, si on veut, entre les mandats des institutions qui ne se chevauchent pas ou qui se chevauchent mal. M'excuse, Jean-Luc, j'ai vraiment ce rôle en gras, là, mais il faudrait conclure, s'il te plaît. Oui, j'y arrive. Donc, j'avais une dernière présentation, diapo à propos des orientations plus récentes, mais je vais vous la laisser en plan et finalement, tout ce qu'on voit avec le système des ordres professionnels aussi, c'est l'exercice de la démocratie fondé sur les connaissances qu'on a qui reposent beaucoup sur des professions qui sont réglementées. L'exercice des politiques publiques, des décisions, et il y a un besoin de transparence pour assurer une crédibilité et aller au-devant des crises de confiance qu'on voit apparaître un peu partout et teintées de façon idéologique, notamment, évidemment, plus à droite. Donc, voilà pour l'essentiel